Toc toc, voilà. Bon, et ben, on va démarrer la présentation. Donc Lionel Le Gall, président de l'assurance mutuelle des fonctionnaires, donc assurance spécialisée dans le risque de responsabilité financière. Et donc l'idée, c'est de faire un petit point sur la jurisprudence de la Cour des comptes depuis la mise en œuvre de cette responsabilité au 1er janvier 2023, et puis proposer un peu, vous montrer un peu ce qu'on fait au niveau de notre produit d'assurance qu'on peut apporter pour les gestionnaires publics et pour les collectivités. Voilà. Alors un petit rappel, bref, de cette réforme, qui pose donc une responsabilité, ce qu'on appelle unifiée, de l'ordonnateur et du comptable maintenant, hein, communément appelé sous le nom de gestionnaire public. Qu'on entend par ordonnateur, donc on voit, donc ça peut être le décideur, ses collaborateurs, c'est tout agent public. Et même des agents privés qui participent également au service public. Voilà. Alors on peut être ordonnateur délégué, sachant que bon, soit une collectivité locale et un CCS, l'ordonnateur principal c'est le maire qui devient président du conseil d'administration. Voilà. Et donc, alors les élus, normalement, il y a beaucoup de cas d'exclusion de leur responsabilité devant la Cour des comptes, mais ils peuvent être tenus pour responsables dans certains cas. Et on le voit qu'au terme de la jurisprudence de la Cour des comptes, au moins plus de 25% des jugements concernent des élus locaux. Ce dont on n'avait pas conscience au départ. Donc, alors la faute, alors on en a parlé beaucoup de cette faute-là pour ceux qui ont suivi la réforme, la faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif, mais pas que. On peut aussi être poursuivi pour avantage injustifié à soi-même ou à autrui. C'est aussi d'autres cas. L'engagement de dépenses sans en avoir donné l'habilitation. Voilà. C'est beaucoup plus vaste, que, même si cette infraction est vraiment l'infraction phare et la plus générique. La sanction étant donc une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 6 mois de rémunération. Donc c'est du répressif, c'est pas du pénal, mais c'est du répressif. Et c'est, alors, comme toute sanction, ce n'est pas assurable. Donc la sanction en tant que telle, elle, restera à supporter par celui qui sera condamné. Bon. 3 niveaux de juridiction, enfin le niveau de juridiction, donc la Chambre du contentieux et de la Cour des comptes uniquement, donc tout se passe à Paris, à la Cour des comptes. Un appel possible donc devant la Cour d'appel financière, la CAF, mais ça ne veut pas dire la même chose qu'on a communément, mais ils l'appellent comme ça, CAF, composée de magistrats de la Cour des comptes, du Conseil d'État et de personnel qualifié. Donc ils ont changé un peu le collège pour avoir un petit peu plus de praticiens. Et enfin, la cassation, le Conseil d'État, puisque c'est une juridiction administrative. Alors, quelques cas, on va dérouler. L'un des premiers arrêts qui concerne un maire. Alors, il est intéressant cet arrêt puisqu'il concerne actuellement, ce maire-là est le ministre de la fonction publique, c'est M. Marcangeli, il était maire d'Ajaccio à l'époque. Et donc, comme on dit, il y a des cas, ça concerne les élus, non-exécution de décision de justice, il a été condamné donc pour ne pas avoir réintégré un agent qui avait gagné devant les tribunaux administratifs. Et la commune avait été placée sous astreinte. Donc pour ne pas avoir existé... Voilà. Bonjour. D'accord. Donc condamné pour ne pas avoir exécuté cette décision de justice à 10 000 € d'amende. Ce qui sort à ressortir et qui peut servir dans d'autres types d'arrêts, c'est par rapport à son positionnement. Le juge n'a pas pu déterminer que c'était lui qui était en faute, spécialement, mais il a dit, le maire, vous êtes le responsable de la structure, et à ce titre, vous êtes responsable des agents que vous encadrez. Ce qui est un principe qui peut être appliqué sur d'autres types de cas. Donc la responsabilité du chef, du responsable. Un autre arrêt département de l'Eure, qui lui a fait l'objet d'un appel, confirmé en appel, où donc le directeur adjoint des finances et l'adjoint du payeur départemental ont été condamnés pour avoir été victimes d'une fraude, d'une escroquerie, une fraude au virement, les fameux faux-vis. Je ne sais pas si vous avez été sensibilisé par la DGFiP sur les faux-vis. Voilà. Donc là, sauf que là, il y en avait pour 800 000 € sur le marché de voirie. Pour l'adjoint du payeur, il n'avait pas respecté la liste des pièces justificatives, ce que demande le comptable. Bon, ils ont considéré que c'était une faute grave. Et puis pour les services de l'ordonnateur, donc des finances, c'est d'avoir rentré des mauvaises coordonnées bancaires
dans le système, d'avoir fait preuve d'imprudence. Ce qui peut arriver. Je sais que de plus en plus de collectivités sont victimes comme ça de fraude, de contact. Et il faut. Alors, c'est pour ça qu'il faut donner des instructions assez claires, mais on n'est jamais à l'abri d'un agent d'exécution qui, sur le coup il reçoit un appel sur une personne assistante, modifie les coordonnées bancaires, ce qui peut poser donc des grosses difficultés, et c'est considéré comme une faute grave. Voilà. Donc, déterminer la validité de la créance, c'est-à-dire que le contrôle de la création d'un nouveau créancier dans le système d'information incombe bien également à l'ordonnateur, pas seulement au comptable. Voilà, donc ça, bon, on va aller sur la Bretagne, Chambre d'agriculture de Bretagne. La personne n'a pas été condamnée parce que c'est de l'ancien système, c'est DBF, il y avait de la rétroactivité, il y avait quelques cas auparavant, il fallait qu'il y ait un préjudice pour qu'il puisse y avoir une condamnation. Donc il ne pouvait pas être plus sévère, autrement ce n'était pas possible que ça soit rétroactif. Mais ce jugement vaut pour l'avenir, où la notion de préjudice ne sera pas nécessaire. Et là, il considère qu'il n'a pas respecté le code de la commande publique, et qu'en ne respectant pas le code de la commande publique, il a octroyé un avantage injustifié à autrui. Oui. C'est un peu ce qui existe en pénal, ce qu'on appelle le délit de favoritisme en pénal. Le pendant était et serait cela. Voilà. Donc il faut y penser donc aux règles de la commande publique. Un parking, notre type de mise en cause, c'est une question de délégation. Donc, le directeur général avait une délégation de signature sur les marchés pour 130 000 € sur 3 ans. Et là, il a signé un marché de 152 000 €, pas beaucoup de différence, mais il a dépassé le cadre de sa délégation. Puis après, il a signé un avenant. Voilà. Et donc, il a été considéré qu'il a engagé une dépense sans en avoir reçu l'habilitation. Et ça, c'est clair que dans le juge, c'est juste du droit. Il regarde vos délégations. Et si vous devez mettre déjà un premier contrôle chez vous, c'est de ressortir toutes les délégations de signature et vous assurer que les personnes sous votre responsabilité respectent bien ces délégations. Et s'ils engagent plus, c'est de modifier les délégations. Commune de Saint-Eulalie-en-Born. Alors là, on passe sur une autre taille de collectivité, sur une petite collectivité, 1400 habitants. Donc il parle de directeur général de service, mais c'est plutôt une secrétaire. Alors, souvent les agents, quand on leur parle, ils disent « moi, j'ai pas de risque, j'ai pas de délégation. Si j'ai pas de délégation, je suis pas en risque. » C'est une personne qui n'avait aucune délégation. Elle va être condamnée parce qu'elle n'a pas fait quelque chose qu'elle devait faire. Elle devait envoyer les arrêts maladie à l'assurance du personnel pour que l'assurance statutaire rembourse la commune. Elle ne l'a pas fait dans les délais. L'assurance a dit vous êtes forclos. Et donc, la commune a perdu 40 000 €. Le juge a considéré qu'elle avait commis une faute grave, qu'elle avait été négligente. Voilà, ne pas envoyer les arrêts. Et ça, c'est vrai que vous pouvez avoir dans les services des personnes qui gardent des choses sous le coude. Il peut y avoir de la perte en ligne. Voilà. Donc, tout le monde peut être responsable, pas seulement donc, des encadrants, comme on le peut voir, des décideurs, mais également des agents d'exécution. Encore un maire qui va être condamné, pas seulement, mais la secrétaire de mairie, commune de Bornsenheim. Donc là, c'est par rapport donc, au compte épargne-temps, donc rémunération du CET, elle partait à la retraite. Donc elle a demandé une rémunération, sauf que la délibération du conseil n'autorisait pas cette rémunération du compte épargne-temps. Voilà. Donc ça a été au-delà. Plus prime, donc à partir de la CIA, du complément indemnitaire, ouais, qui n'ont pas été proratisés alors qu'elle avait quitté, ça a été versé pour l'année alors qu'elle n'a pas exercé toute l'année, elle est partie à la retraite. Donc ça a été trop loin. Donc elle a été condamnée, plus fort que le maire parce que c'est elle qui bénéficiait. Donc avantage injustifié octroyé à soi-même. Soi-même, ah oui, indemnité, non, à soi-même. Et puis pour le maire, à autrui, ce qui lui a octroyé. Donc ils ont considéré que le maire n'avait pas été suffisamment vigilant
Hein, il aurait dû savoir que c'était illégal, ce qui lui avait octroyé, il était au-delà de ce qu'avait décidé le conseil municipal. Et ce maire a été condamné à ce titre-là parce qu'il a réquisitionné le comptable. Le comptable public a refusé de payer. Il faut savoir que lorsque le maire réquisitionne le comptable, il prend la responsabilité du comptable. Il devient justiciable au même titre que le comptable, au même titre qu'un gestionnaire public classique. Et donc là, la réquisition est envoyée d'office à la Chambre régionale des comptes. C'est vraiment comme un phare dans la nuit. Communauté d'agglomération de Saint-Louis, encore l'Alsace, encore le Haut-Rhin. C'est pareil, là, il y a eu aussi réquisition. C'est sur le 13e mois, des primes illégales de 13e mois. Donc normalement, c'est un avantage acquis si elles avaient été décidées avant la décentralisation, avant 1984. Donc là, il y a eu des fusions d'interco, il y a eu du personnel qui avait le droit, du personnel qui n'avait pas le droit. Les élus ont décidé de mettre tout le monde au même niveau de rémunération, et donc ils ont considéré qu'ils sont allés trop loin, parce que c'était après 84 que les délibérations étaient illégales, et donc le président a été condamné, puisqu'il a réquisitionné le comptable avait refusé de payer. Voilà. Et c'est pareil. Donc les primes illégales, c'est un avantage octroyé à autrui, hein, donc pour celui qui le décide. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? C'est clair pour tout le monde sur la jurisprudence? Vous en avez conscience de... D'accord. Ok. Alors, à un moment, donc, les premières personnes à être mises en cause, dans certains cas, donc le gestionnaire public demandait la protection fonctionnelle auprès donc du maire. Elle était octroyée, mais il y avait juridiquement, c'était pas clair. Le code de la fonction publique, c'était pas clair. L'État a précisé pour elle dans une note de service que ces fonctionnaires n'avaient pas le droit, les fonctionnaires d'État, à la protection fonctionnelle, donc pas de prise en charge de leurs frais d'avocat par la collectivité. Ça a été attaqué par le cabinet d'avocats et le Conseil d'État a tranché le 29 janvier 2025. Donc tout récemment, il a précisé qu'il n'y a pas de protection fonctionnelle devant la Cour des comptes. Par contre, il laisse la possibilité à l'administration d'apporter un soutien juridique par un appui juridique, technique ou humain. Donc il n'y a pas un droit, mais l'administration peut aider si elle le souhaite, si elle y trouve un intérêt. Ça, c'est une mise en cause. Et c'est là qu'on va arriver donc, sur notre produit, puisque si l'administration y a un intérêt, nous on propose un produit qui peut aider, donc qui peut être proposé aux collectivités pour assister leurs fonctionnaires s'ils n'ont pas les moyens de l'assister en interne. Ce produit est composé de 4 garanties. Protection juridique, perte pécuniaire, responsabilité civile et assistance psychologique. Protection juridique. Donc garantie assez élevée, jusqu'à 70 000 €, ça peut paraître important, mais il faut savoir que des frais d'avocat devant cette juridiction sont très élevés. Il y a peu d'avocats qui connaissent la procédure devant la Cour des comptes, la jurisprudence, et une affaire coûte à peu près 15 000 €. Donc ça peut aller vite. Après, donc appel, cassation, recours, question prioritaire de constitutionnalité, et ainsi de suite, plus des recours devant les tribunaux administratifs après. Donc c'est des garanties assez élevées qu'on offre. L'idée étant que le gestionnaire public n'ait rien à débourser pour sa défense. Tout est pris en charge. Des pertes pécuniaires, donc des frais de déplacement, c'est à Paris. Il faut aussi pouvoir aller voir son avocat, parce que l'avocat n'est pas spécialement positionné. Il peut être quelque part en France. Ils peuvent exercer, c'est pas comme un avocat, pas rattaché au barreau du coin, peu importe. S'il est spécialisé, il peut être placé. J'en ai des avocats avec qui on travaille, qui sont à Bordeaux, par exemple. Enfin, on peut faire des visios, mais on peut aussi se déplacer, les voir à Paris. Donc des frais de déplacement, des frais d'hébergement, ça peut faire loin. Voilà, des frais de nourriture aussi. Donc ça, tout cela est pris en charge pour aller voir son avocat, aller à la cour. Lors de l'instruction, aller à l'audition. Très important d'aller à l'audition.
Et puis peut-être aller aussi dans son ancienne administration, parce que comme on est mis en cause, en règle générale, 4 ans après la commission des faits, on peut avoir muté, n'être plus dans la même structure. Donc, alors, soit on reste dans la même région, ça va, mais des fois on peut aller poursuivre sa carrière à l'autre bout de la France. Et les pièces sont restées dans la mairie, voilà, qui peut être à 800 km. C'est possible. Donc ça, on peut aider. Responsabilité civile, parce qu'on parle beaucoup de l'amende dans le cadre de ce contentieux, mais assez peu des conséquences financières. Il y a quand même eu un préjudice. Il y a eu de l'argent qui s'est plus ou moins envolé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est dans des cas particuliers, mais qui dit qu'un jour, une collectivité, des élus, demande aux gestionnaires publics de rembourser le préjudice qu'ils ont causé. C'est pour ça qu'on met une responsabilité civile de 1 million d'euros. Alors, c'est des cas particuliers, c'est la jurisprudence administrative pour être pris en cause au titre de la responsabilité civile. Hein. Il faut commettre une faute personnelle, mais voilà, justement. Mais c'est au juge, donc on aidera le fonctionnaire à se défendre et si vraiment il est condamné à rembourser, il y a une RC de 1 million d'euros qui lui permet quand même d'être un petit peu plus tranquille et d'être plus serein. Enfin, donc, une somme de 100 000 euros, c'est lors de l'instruction pour tenter de stopper l'instruction en réparant le préjudice, total ou partiel, voir un peu comment le juge peut le prendre, mais essayer de stopper, d'arrêter l'instruction en donnant une somme d'argent pour réparer le préjudice. Et enfin, une autre garantie qui est en dehors de la Cour des comptes, ça permet de couvrir l'ensemble des régies, parce qu'actuellement, maintenant, si une régie, il y a un déficit de caisse dans une régie, c'est la collectivité qui supporte le manquant. Elle doit passer un mandat pour la perte. On ne peut plus mettre en DB le régisseur, comme c'était avant. Donc, on garantit jusqu'à 20 000 euros par an sur les caisses des régies, mais aussi sur les collaborateurs, lorsqu'ils commettent une erreur, sur un petit faux-vie. Un petit faux-vie, on peut le rembourser la collectivité. Il faut savoir que les faux-vies, en moyenne, sont de 13 000 euros. Les fraudes au virement, en moyenne, et que les faux-vies, de plus en plus, se développent sur les payes. C'est-à-dire qu'à un moment, ils rentrent, vous pensez changer les coordonnées bancaires d'un de vos salariés, enfin vos agents, et puis donc la paye part, et quelques jours en début de mois qui suit, l'agent vient vous voir, dit j'ai pas reçu ma paye, il y a quelque chose. Ah, et regarde, effectivement, et les coordonnées bancaires ont été modifiées par quelqu'un, qui ont été donnés, et donc il faut repayer la personne, évidemment, hein, récupérer, il y en a de plus en plus, puisque sur les factures, ça devient de plus en plus compliqué avec Chorus Pro. Si vous passez par Chorus Pro, vous êtes plus sécurisé lorsque vous payez une facture. Mais sur les payes, il n'y a pas de Chorus Pro. Donc ils ont trouvé la technique, et donc nous, on peut couvrir ces faux-vies. Voilà. Et enfin, donc, une assistance psychologique, parce que c'est quand même particulier comme expérience, cette relation avec la Cour des comptes, c'est vraiment une instruction, c'est pas du pénal, mais c'est quand même très déstabilisant. Voilà. Donc ça peut être bien d'être accompagné. Voilà. Comment ? Ben, on verra, on va voir, on va peut-être échanger. Et puis, voilà. Est-ce que tout cela suscite des questions ? Pour ceux qui ont pris le train en route, si vous avez besoin que je revienne, on peut en profiter, on a un petit peu de temps, on a 10 minutes devant nous. C'est clair pour tout le monde? Vous n'avez pas besoin de précision? Alors, le contrat, tel qu'on le fait, vous pouvez l'avoir en individuel. Hein, donc ça, alors soit vous allez sur le site, hein, AMF, c'est AMF SAM, c'est ça qu'il faut. Vous allez arriver sur notre site, vous pouvez faire des simulations, souscrire en ligne, et vous allez voir. Donc ça se fait assez vite. Autrement, vous pouvez contacter, il y a le numéro de téléphone, vous nous appelez. Soit donc, la collectivité peut souscrire pour les collaborateurs, donc c'est déterminé. Donc il peut assurer, donc ça dépend de la taille de la collectivité. On a les petites communes, on assure 3 personnes. Des communes, là, on a fait carrément des marchés publics en MAPA, hein, l'Eurométropole de Metz, on l'a fait, de 233 personnes par exemple. Voilà, donc ça peut être de petits au grand. Donc c'est déterminé. On fait tout type de collectivité, communes, CCS, enfin toute structure, syndicat, voilà, EPCI.
Ouais, voilà. En fait, je voulais savoir le tarif en fonction en fonction du nombre d'agents, mais il y a un tarif par agent. Oui, alors, il Et y a un j'imagine tarif. que c'est dégressif après. Il y a un tarif par agent et le tarif se fait en fonction de. Il y a un tarif minimum si on assure un cadre C, et plus ça monte dans les grades, plus c'est cher. Voilà. Et il y a un tarif aussi pour les élus, puis ça dépend aussi du nombre d'habitants, parce que c'est sur leur indemnité, et puis leur indemnité est variable en fonction du nombre d'habitants. Donc on fait un devis. Il y a un tarif aussi pour les régisseurs. Ça, c'est unique. Régisseurs et suppléants. Un tarif tout régisseur confondu et tout suppléant. Donc, on détermine le nombre de personnes, combien de régies. Donc, du coup, combien de régisseurs, combien de suppléants. On dit, voilà, directeur, bah, on peut prendre, si c'est un maire, il faut mettre le maire, un adjoint, voire deux. Ça dépend comment sont organisées les délégations dans la signature des bordereaux. Et après, donc le DGS, les DGA, et puis après, donc c'est d'essayer de prendre donc l'ensemble du personnel finance, RH et commande publique. Voilà, à peu près là, on a et en gros, bon, déterminé, donc c'est ça. En gros, avec ça, ça fait une moyenne de 80 € par agent. Voilà, par an, oui. Voilà, 80 €. Donc vous voyez, si vous assurez 10 agents, ça fait 800 € par an. Voilà, ainsi de suite. C'est 20 agents, ça fait 1600. C'est pas des sommes non plus. Voilà, c'est déterminé. Même quand c'est une. Bon, Brest, c'est important. Je vais comprendre, c'est Brest. Bon, bah là, ça peut faire plus de 100 personnes, mais même ça reste quand même dans des sommes qui sont comment dire, raisonnables par rapport au budget de la commune, quoi. Voilà. C'est bon pour tout le monde? D'accord, ok, bien. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci.